Comment expliquer que les personnels hospitaliers en grève pendant des semaines pour dénoncer le manque de moyens abandonnent leurs revendications du jour au lendemain pour faire face à la pandémie actuelle et font tenir un système qui paraissait pourtant peu doté, voire démuni, il y a 2 mois? Alors, pour répondre à la question, il nous faut sans doute revenir sur le contexte général. Rappelons qu'en France, les dépenses de santé représentent plus de 11% du PIB. C'est vrai, une des proportions les plus élevées parmi les pays de l'OCDE. Et d'ailleurs, toutes les projections montrent que ces dépenses vont continuer de progresser dans les années à venir. Ce qui explique que les gouvernements successifs essaient du mieux possible de rationaliser les dépenses. Et c'est bien là l'objet de la grogne, parce que les professionnels de la santé, eux, ont besoin de toujours plus de moyens pour réaliser les soins, parce que les soins sont de plus coûteux en raison des progrès scientifiques et technologiques, mais aussi parce qu'il faut prendre en charge de plus en plus de malades du cancer, parce qu'il y a de plus en plus d'accidents cardiovasculaires, parce qu'il faut faire face aux maladies chroniques et globalement aussi au vieillissement de la population. Donc à ces problématiques de santé publique, il faut aussi ajouter des problématiques plus organisationnelles. Et je ne prendrai qu'un seul exemple. La difficulté à recruter et à fidéliser des soignants, parce que les carrières sont très peu attractives et parce que les conditions de travail sont très difficiles. Il faut souligner que ces dépenses, même si elles peuvent paraître élevées, nous permettent d'avoir une espérance de vie qui est plutôt bonne. Elle est de 2 ans supérieure à la moyenne des pays de l'OCDE. Il faut aussi ajouter que la qualité des soins, l'accès aux soins sont des points forts dans notre pays, de même que le reste à charge. Il n'est que de 2% de la consommation finale des ménages. Donc il ne s'agit pas de réaliser de simples coupes sombres dans les budgets, mais plutôt d'utiliser les ressources différemment, de transformer les gaspillages en valeur ajoutée, notamment en réduisant les dysfonctionnements au sein des établissements et plus globalement les dysfonctionnements au sein du système dans son ensemble, parce qu'il en existe. Par exemple, on pourrait citer la trop faible prévention de l'alcoolisme et du tabagisme, le difficile accès aux soins dans les zones sous-dotées, ou encore la prescription d'antibiotiques, encore supérieure de 25% à la moyenne de l'OCDE. La rationalisation, une fois de plus, peut paraître compréhensible dans un pays endetté comme le nôtre. Mais gardons à l'esprit aussi, une fois de plus, que les dépenses de santé ne sont pas des charges à éviter, mais bel et bien des investissements dans notre pays, ce qui est d'ailleurs largement repris par l'OCDE, par la Banque mondiale et bien sûr par l'OMS. L'OMS a montré dans un rapport de 2016 le lien direct entre santé et économie. Ce rapport cite, je le cite, que l'instabilité économique trouve son origine dans la faillibilité humaine. Et la pandémie que nous traversons l'illustre parfaitement aujourd'hui. Malgré tout, il ne faudrait pas croire que nos tutelles et nos établissements sont démunis face à cette pandémie, parce que ce n'est pas le cas. Il existe des dispositifs préalablement établis par la tutelle, par les établissements, pour faire face à divers risques, dont celui d'une pandémie telle que nous vivons. Les établissements peuvent certes faire preuve de créativité face à cette situation inédite, et on pourra y revenir. En revanche, ils n'improvisent pas. Ils jouent un rôle très précis dans un dispositif composé de 4 étages, grosso modo, pour faire vite. On a le niveau national, où se situe le pilotage stratégique de la crise, et 3 niveaux. Un niveau zonal, un niveau régional et un niveau départemental, tous chargés de démultiplier la stratégie nationale au plus près du terrain. Le pilotage stratégique est naturellement assuré par le Premier ministre en lien avec le président de la République et avec l'appui du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale et de la cellule interministérielle de crise qui réunit l'ensemble des ministères concernés. Ensuite, et schématiquement, les agences régionales de santé, les ARS, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps dans les médias, organisent la réponse sur les territoires, dans les territoires, au plus près du terrain, organisent la réponse pour faire face à la crise. Avec le dispositif Orsan. Orsan signifie
organisation de la réponse du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle. Ce dispositif permet d'identifier les adaptations de l'offre de soins à effectuer pour affronter la crise. On planifie alors la montée en puissance des moyens à déployer, à mobiliser. On coordonne à ce moment-là les médecins, les paramédicaux libéraux, mais aussi les établissements hospitaliers et médico-sociaux, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Par exemple, l'ARS Nouvelle-Aquitaine a pu de cette manière organiser l'accueil il y a quelque temps, en coordination avec le ministère de la Santé et le service des armées et 2 hôpitaux de Bordeaux. Donc il a pu organiser l'arrivée de 6 patients depuis la région Grand Est et de cette manière a permis de libérer des lits, libérer des capacités de prise en charge dans cette région extrêmement en tension. C'est dans le cadre de ce dispositif Orsan que les établissements médico-sociaux déploient leur plan bleu et les établissements hospitaliers déploient leur plan blanc. Dans les 2 cas, il s'agit de réorganiser le travail en mode dégradé, de dégager des lits, en réanimation notamment, d'ouvrir des lits supplémentaires, d'assurer la gestion des matériels, de faire appel au personnel en congé, de faire appel aussi aux volontaires de la réserve de santé. Dans le cadre de ces 2 plans, le plan bleu et le plan blanc, une cellule de crise préalablement identifiée par les établissements est alors activée et sa mission c'est d'assurer la coordination des soins en lien direct avec la tutelle. L'organisation du travail est alors déployée, les moyens sont mis en œuvre, ils sont mobilisés de sorte à travailler le plus efficacement possible. Mais il nous faut souligner ici que si des TGV sont organisés pour assurer le transfert des patients d'une région à une autre, ou si des avions sont affrétés dans le même objectif, ce n'est pas du tout avec les moyens des établissements. Ce sont bien des moyens exceptionnels qui sont débloqués par l'État dans le cadre de cette situation tout à fait exceptionnelle. En revanche, pour assurer la prise en charge au quotidien des patients, qu'ils soient atteints ou non du Covid-19, là, il est vrai que les établissements disposent de leurs propres moyens et là, ils peuvent arriver à manquer. Alors, on le voit bien, les réserves de ressources, qu'elles soient matérielles avec les masques ou les respirateurs ou les tests, ou encore immatérielles, avec les compétences des soignants et des médecins, sont extrêmement importante pour faire face à l'ambiguïté, à l'incertitude de l'environnement pour assurer les soins en toute qualité et avec un maximum de bientraitance. Alors, les achats, les stocks de matériel, je le répète, doivent être prévus par les établissements sanitaires et médico-sociaux eux-mêmes. Mais comment les établissements, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux, auraient pu à la fois anticiper une telle crise sanitaire et en assumer le coût alors même que la négociation budgétaire avec la tutelle n'est pas du tout propice à la création de potentiel, a fortiori lorsqu'il s'agit de se préparer à la survenue d'une très très hypothétique pandémie comme c'était le cas il y a encore quelques semaines. Le réapprovisionnement en matériel, a fortiori de masques dans notre cas, peut être complété grâce à un stock stratégique qui, lui, est réalisé par l'État. Si cet approvisionnement tarde, si nous manquons de masques FFP2 aujourd'hui, alors que ce sont les seuls qui permettent de protéger efficacement les soignants contre le virus et donc d'assurer leur mission, ce sont les seuls qui permettent aussi de protéger les patients, ce sont les seuls qui permettent d'affronter l'épidémie actuelle. C'est parce que, si nous en manquons, c'est parce que les stocks qui avaient été réalisés en 2009 pour affronter l'épidémie de grippe H1N1 n'ont pas été renouvelés par l'État. Alors, le ministre des Solidarités et de la Santé s'en est expliqué il y a encore quelques jours. Il a bien expliqué que le stock n'avait pas été reconstitué parce que, au moment où la décision a été prise,
Il a été estimé que les capacités de production des fournisseurs en France et à l'étranger étaient suffisantes pour répondre dans des délais raisonnables, y compris très très courts, à un risque de pandémie et donc répondre à tous les besoins des soignants et de l'ensemble des personnes qui en ont besoin pour assurer la continuité des services. Naturellement, qui aurait pu prévoir qu'une telle pandémie aurait pu ralentir à ce point en quelques semaines l'appareil de production au niveau mondial, y compris en Chine. Une vision peu systémique des phénomènes conduit à une mauvaise interprétation des situations et donc à des décisions inappropriées, telles que celle de ne pas renouveler les stocks de masques ou de ne pas prévoir l'achat de respirateurs en dépit d'un rapport parlementaire annonçant de possibles épidémies de coronavirus dès 2005. Qui aurait pu prévoir, ne serait-ce qu'en décembre, que nous aurions besoin de plus de 40 millions de masques FFP2 par semaine 3 mois plus tard, pour équiper les malades, les soignants et toutes les personnes permettant le fonctionnement des services essentiels. Nous pouvons aussi parler du manque de tests. Dans le cas des EHPAD, si un résident est testé positif au Covid-19, tous sont confinés dans leur chambre, faute de pouvoir pratiquer des tests sur toutes les personnes âgées. Lorsqu'il s'agit de personnes désorientées, atteintes de la maladie d'Alzheimer, le confinement peut accentuer de manière considérable l'agitation et le stress. Ces exemples témoignent de l'impact du manque de ressources sur la qualité des soins et la bientraitance. L'incertitude est source d'erreurs. Elle demande des ajustements rapides afin que les établissements, mais aussi toutes les organisations de notre système de santé, soient en adaptation continue. Il s'agit non seulement d'être agile, évidemment, mais il s'agit également de disposer de ce fameux stock de ressources matérielles, certes, mais également immatérielles, comme les compétences ou la capacité à innover, qui permettent de faire face à de telles crises. C'est ce que l'on appelle le Slack. C'est ça, cette ressource, cette réserve dont nous avons besoin pour traverser ce type de crise. Et la dérive du management public est d'assimiler le Slack uniquement à des ressources gaspillées, car non utilisées. C'était le cas des masques. Alors même que nous savons que la santé est un investissement pour notre pays, dont les impacts sont systémiques. Emploi, innovation technologique, développement des PME, etc., etc. La preuve est encore une fois apportée que l'urgence n'est pas à réduire des lignes de budget considérées uniquement comme des charges, mais aussi à mieux répartir les ressources envisagées comme des facteurs de création de valeur. La dernière partie de la question était plus centrée sur les professionnels de la santé eux-mêmes. Comment font-ils pour faire tenir notre système ? Et une des hypothèses est la résilience organisationnelle. Un choc est traumatisant parce qu'il n'est pas attendu, il n'est pas anticipé. Pourquoi prévoir ce que nous n'avons jamais connu ? La résilience permet de mieux faire face au choc pour que l'établissement continue de fonctionner. Pour construire du sens et activer cette résilience organisationnelle, les acteurs doivent, dans tous les services, et bien sûr, pas seulement les services soignants, il s'agit aussi des services hôteliers, il s'agit aussi des services administratifs et logistiques, l'ensemble des services et tous les niveaux de la pyramide hiérarchique, les dirigeants, les cadres et les personnels doivent percevoir la nécessité de changer les pratiques, parfois radicalement, et de remettre en question les routines, et aussi donc de renforcer le rôle des managers pour aller dans ce sens-là. Globalement, c'est ce que font les établissements aujourd'hui. Cette résilience permet aux hôpitaux, permet aux EHPAD de ne pas s'effondrer parce que les pratiques s'adaptent. Les leaders se renforcent, les acteurs et bien sûr les soignants en particulier interagissent énormément, ils n'agissent pas que pour eux-mêmes, au contraire. Ils se mettent en danger en agissant pour les malades, pour les personnes âgées, ils agissent pour leurs collègues, pour les familles, etc. Ils enchaînent les heures de travail, on le voit même parfois au péril de leur vie.
Il faut donc le souligner, les professionnels de santé, encore en grève en février pour dénoncer le manque de moyens, font preuve quelques jours plus tard d'une solidarité, d'un engagement, d'un professionnalisme, d'une mobilisation sans faille pour affronter la pandémie. Ajoutons à cela que l'on assiste à une combinaison inédite de différentes compétences pour trouver des solutions inédites à des problèmes inédits. Des masques de plongée transformés pour des respirateurs grâce aux fabricants, en l'occurrence Decathlon, et à la compétence d'ingénieurs. Des masques de tissu lavables et réutilisables proposés par des PME qui relancent ou convertissent leur appareil de production pour l'occasion. Et on pourrait naturellement multiplier les exemples. La solidarité, la mobilisation et la créativité à l'œuvre aujourd'hui sont des facteurs majeurs de résilience. Sans cette résilience, il ne peut pas y avoir construction de sens. Et sans cette construction de sens, la survie de l'organisation et du système de santé tel que nous le connaissons serait remis en question. Alors, pour conclure, j'aimerais rappeler que nos hôpitaux et les autres établissements sociaux et médico-sociaux sont nés de la volonté du Conseil national de la résistance qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a intégré à son programme la mise en œuvre d'un plan complet de sécurité sociale. Cette volonté est inscrite dans notre Constitution qui indique que la nation garantit à tous la protection de la santé. Donc, si nous voulons poursuivre cette ambition et l'inscrire durablement dans les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de solidarité de la République, il nous faut sans doute commencer à penser dès aujourd'hui les organisations de santé de l'après-pandémie. Cette réflexion commence par interroger non pas les responsabilités du ou des gouvernements, mais plutôt à interroger une manière de penser qui privilégie le court terme et la relation simple de cause à effet au détriment du long terme et des effets systémiques des phénomènes et des décisions. Une fois de plus, il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, mais de combiner les deux, tant sur le plan des décisions politiques que sur le plan des décisions opérationnelles au sein des établissements. Comment imaginer que les professionnels qui exercent dans les hôpitaux, les établissements médico-sociaux créent du sens dans leur établissement et donnent du sens à leur activité si l'attention reste focalisée sur les résultats immédiats, par exemple les actes médicaux facturés, et quasiment jamais focalisée sur la création de potentiel à long terme, par exemple l'amélioration de la bientraitance des patients ou encore la qualité de vie des professionnels. Dans ces conditions, il est impossible de dire aujourd'hui si les organisations seront suffisamment résilientes pour assurer les missions des services de santé dans les années qui viennent. Cette réflexion doit donc s'engager de manière sereine et lucide et être réalisée avec l'ensemble des parties prenantes concernées, a fortiori avec les soignants, mais aussi avec les malades, dans une véritable logique de démocratie en santé.